à toutes et bonjour à tous. Bienvenue au Comptoir des énergies, l'émission mensuelle de la FNME-CGT, une émission qui est réalisée grâce à Gaël Farou, que je remercie, et Stéphane Gravier, que je remercie aussi. Stéphane Gravier qui est en charge du magazine Énergie syndicale, dont voici le dernier numéro en date, le numéro du mois de mars. Alors, cette émission, je remercie aussi beaucoup Samuel Piltillet qui a accepté de la réaliser un petit peu au pied levé pendant les vacances de Bastien, à qui on les souhaite très très bonnes. Ces vacances, le droit aux vacances, c'est quelque chose d'important. Alors, pour ce numéro un peu spécial, puisqu'on est à la veille du 8e congrès de la FNME-CGT, qui s'ouvre donc dans quelques jours à Bordeaux, nous avons proposé à Sébastien Ménesplier de venir au Comptoir des énergies pour faire un petit peu le bilan de son mandat. Bonsoir Sébastien. Bonsoir. On va tâcher de parler un petit peu de tout ce qui s'est passé durant toutes ces années, parce que ça a été un long mandat, un double mandat, hein. Oui. Et puis aussi, c'est l'occasion de se connaître un peu mieux. Donc, je vais commencer par un petit portrait. J'ai des infos. Donc, Sébastien, tu es né près de Bordeaux, dans une famille aux racines profondément ancrées dans le sud-ouest de la France, s'étendant du Béarn au Land, en passant par la Gironde. Ta carrière professionnelle débute en 1994. Tu rejoins EDF dans le cadre d'un apprentissage en alternance à Gurcy-le-Châtel. C'était une école des métiers, c'est ça ? Oui, tout à fait. Ah, feu les écoles des métiers, ça pourrait faire toute une émission, ça. Donc, cette formation te permet d'acquérir des compétences dans divers domaines de la maintenance en centrale nucléaire, robinetterie, pompe primaire, je ne sais pas ce que c'est, je dis ça un peu au pif. C'est des infos que j'ai récupérées ailleurs. C'est bien. Voilà, elles sont tu justes. nous expliqueras. Et donc, tu intègres ensuite le centre nucléaire de production d'électricité du Blayais en Gironde. Et c'est en septembre 96, donc pas longtemps après, à la centrale du Blayais, que tu adhères à la CGT. Parallèlement, tu t'investis dans les activités sociales en devenant membre du bureau de la section locale de vie, la SLV, du site donc, et en participant à la commission jeune de la CMCAS. Au Blayais, on n'est pas très loin de Soulac, donc il y a commission jeune qui dit voilà, festival d'énergie, j'imagine que tu étais complètement là-dedans. Donc ton engagement syndical se renforce au fil des années. Tu es élu secrétaire général adjoint en 2001, puis secrétaire général en 2005 du syndicat CGT du site, et le site devient alors multiprofessionnel. En janvier 2008, tu rejoins la Fédération nationale Mines-Énergie, la FNME-CGT, en tant que permanent syndical, avec à l'époque la responsabilité d'animer le collectif nucléaire, je crois. Oui, tout à fait. Ton rôle consiste alors à revitaliser l'activité syndicale dans ce secteur, ce qui t'amène à visiter toutes les centrales de l'époque. Le Tour de France. Tour de France des centrales en quelques mois. Lors du congrès de la FNME-CGT à Montpellier en 2010, tu es élu à la commission exécutive et tu prends la responsabilité d'animer le pôle vie syndicale. Grosse responsabilité déjà. Oui. En avril 2014, congrès de Besançon, tu es élu à la direction fédérale en tant qu'administrateur, trésorier et secrétaire général adjoint. Et c'est en avril 2017, j'étais là, à Nantes, que tu deviens secrétaire général de la FNME-CGT, poste pour lequel tu seras réélu à l'issue du congrès de Clermont-Ferrand, donc en mars 2022. Donc en dehors de ton engagement syndical, je me suis dit dire que tu étais amateur de sport collectif, football, rugby. Ouais, j'aime bien les deux. J'ai pratiqué le football en club, et puis j'ai pratiqué le rugby plutôt à l'école. Alors, dans le sud-ouest quand même. Si tu n'aimes pas le rugby, tu n'es pas vraiment du sud-ouest. Exactement. En fait. Et je me suis laissé dire aussi que tu aimais bien l'œnologie. Ah oui, j'adore. Ben voilà. Quant à l'activité politique, membre du Parti communiste, pour contribuer à un changement de société, et tu as déclaré que tu as besoin d'œuvrer pour que cette société change, ce que tu as déjà fait à la tête du syndicat, mais peut-être plus généralement aussi, c'est un engagement politique qui te tient à cœur. Oui, forcément. Je pense que quand on a une pratique syndicale et surtout autant d'expérience dans le militantisme, il me semble que c'est important de pouvoir le rendre utile dans d'autres circonstances. Et la vie politique, elle a besoin aussi de femmes et d'hommes qui s'engagent. Quand on est dans un syndicat, on essaye de ne pas mélanger les deux pour éviter que ça puisse venir troubler la période où on est en responsabilité dans l'organisation. Même si moi je n'ai jamais caché mon adhésion au Parti communiste français, je n'ai pas milité pendant mes années
d'activité syndicale, mais c'est vrai qu'en sortant de mon droit de réserve, c'est un chemin que je vais très certainement parcourir et en tout cas ouvrir pour mettre à contribution mon expérience syndicale parmi les citoyennes et les citoyens. Absolument. Et donc aussi toute cette expérience de côtoyer les travailleurs. C'est Bien vrai sûr. que des politiques qui côtoient les travailleurs, ça manque un peu. Ouais, Donc il y en a besoin. je pense qu'il n'y en a plus beaucoup. Je dirais que pour de nombreuses et de nombreux élus politiques qui sont un peu hors sol, malheureusement, c'est pas propre à notre pays. Non, non, bien sûr. Mais c'est Mais vrai on que a, le on a, parcours classique, c'est d'avoir été collaborateur, puis ensuite élu, mais sans ouais, jamais vraiment avoir travaillé de ses mains ou c'est ça, côtoyé de enfin, des gens connaître qui ont le un monde du métier. travail, et de Mm. l'avoir côtoyé. Donc cette expérience, pour moi, elle est importante si d'aventure demain, je veux me lancer dans On ce y challenge. reviendra. On y reviendra. Pour l'instant, on va parler un peu de ce qui s'est passé sous ta direction à la FNME-CGT. Plusieurs combats significatifs, notamment un victorieux. C'est assez rare dans le paysage syndical pour le souligner. La lutte contre le projet Hercule, qui visait à restructurer EDF en scindant ses activités, en gros en socialisant les pertes et en privatisant les profits, un grand classique. Donc grâce à une mobilisation déterminée, ce projet a été abandonné, et ça c'est une victoire importante pour le syndicat. De plus, la FNME-CGT a joué un rôle actif, mais vraiment très actif, dans les mobilisations contre la réforme des retraites en France, en organisant des actions telles que des mises en sobriété pour protester contre la réforme gouvernementale des retraites et la casse du statut des agents des IEG. On ne peut pas dire que ça a été victorieux pour l'instant, mais les négociations sont en cours. Hein. Enfin, il y a renégociation, on ne Oui, sait oui, pas ce que tout à ça va fait. donner et on lâche Exactement. rien. En tout cas, on sait que nous, on partira avec un mandat qui nous a été donné par les syndicats et donc ça donne du crédit aux négociateurs que d'afficher dans la négociation d'avoir un mandat qui est issu d'un engagement fort qui va nécessiter forcément que derrière on est mobilisé au-delà d'informer les agents parce que c'est structurant comme négociation pour l'avenir de toutes et de tous. Donc c'est plutôt de bon augure et je pense que ça surprendra très certainement les directions de voir une CGT qui a préparé cette négociation. Bon, on a l'habitude de préparer nos négociations, là n'est pas la question. Mais d'arriver avec un mandat aussi carré, je pense que on aura tout intérêt à le renouveler dans le futur en fonction des négociations et surtout quand il y a un enjeu aussi important pour l'avenir des agents. Bien sûr, et avec un mandat, non seulement un mandat, mais aussi des propositions. Oui, C'est bien pas sûr. des Ah, propositions tout de à fait. financement. Je crois que le financement est un enjeu qui a été posé sur la table. Je pense que la CGT, ça va sans doute étonner tout le monde, et ça ne devrait pas étonner, mais la CGT a des options de financement. Oui, oui, tout à fait. Et puis c'est important de le rappeler parce qu'on passe souvent pour une CGT qui dit beaucoup non ou qui en tout cas est dans l'opposition, mais on est aussi une CGT qui est force de proposition, même si on ne nous met pas assez en avant dès lors qu'on peut les exprimer et les expliquer. Donc je pense que c'est en effet important de dire la CGT aujourd'hui, elle a des solutions de financement et en tout cas on espère qu'on sera entendu. Donc, voilà, en tout cas, ce sera sur la table. Ouais. Et à un moment, il faut. Voilà, parce que les solutions de financement, elles existent. Simplement, le gouvernement et les gens qui le soutiennent ne veulent pas les entendre. Il faudra qu'elles soient entendues, ces propositions, et peut-être même qu'elles pourraient faire consensus auprès d'une large part de la population si cette population n'était pas gavée par une information qui les exclut. Eh oui, c'est ça. On n'a Donc, pas le même niveau d'information pour ce qui nous concerne, qui nous permettent en effet de pouvoir s'exprimer autant que de besoin à la population et puis de les conscientiser sur les expressions et puis les propositions CGT. Mais voilà, on sait que le travail de terrain va être important, d'ampleur, mais il nous faut vraiment gagner cette bataille-là pour gagner la bataille en fait de pouvoir obtenir gain de cause et notamment l'acceptabilité de nos propositions sur le financement.
Alors, donc ça c'était sur la réforme des retraites, il y a quand même ça aussi, voilà, on a vu que les agents, qu'un vrai service public, avec des gens qui sont organisés, on a vu ce que c'était quand même sur le terrain. On a vu Oui, beaucoup de bleus, on a vu beaucoup ouais, tout à fait. on a vu beaucoup voilà, on sait que voilà, la CGT, et particulièrement la FNME, elle sait lutter, elle sait faire des actions qui se voient, elle sait couper la lumière quand il faut, enfin, on a compris ce que c'était qu'un service public, et peut-être l'utilité de ce service public. Oui, et puis c'est aussi démontrer à la population, enfin au monde du travail en tout cas, que faire grève, c'est aussi reprendre en main son outil de travail, le reprendre en main, c'est-à-dire couper les vivres à ceux qui nous emploient et donc peser sur leur économie. Même si on est dans un service public, malheureusement aujourd'hui on a des entreprises qui recherchent la rentabilité, hein, plutôt que la réponse aux besoins pour l'intérêt général, puisqu'on a aujourd'hui des entreprises qui sont de sociétés anonymes, donc on a un service public qui est totalement dégradé. C'est la réponse aujourd'hui organisée par les employeurs n'est pas celle qu'on a organisée en 1946 avec vraiment ce bien commun pour l'intérêt général. Donc on a, nous, syndicalistes et militants de tout temps, besoin de réaffirmer aussi pourquoi on est mobilisé, au-delà de défendre nos conquis. Quand on se bat pour notre régime pionnier de retraite, on se bat aussi pour rendre attractifs nos métiers et les emplois que nos entreprises créent pour attirer les jeunes ou j'irais les travailleuses et les travailleurs avec de l'expérience. Et malheureusement, en fait, aujourd'hui, on a des emplois qui sont de moins en moins attractifs. Bah oui. Et puis, depuis 2023, le fait que les nouveaux embauchés seront soumis au régime général, ça rend encore moins attractifs nos emplois. Parce que les salaires dans le public sont complètement différents dans le privé. Et on a toujours donc des batailles à mener pour pouvoir les rendre plus acceptables. C'est aussi pour ça que les agents mènent des actions diverses et variées dans le pays, qu'on voit du bleu, comme tu le précises. C'est aussi au détriment d'un engagement qui est important pour toute une vie et une carrière professionnelle, parfois aussi familiale. Donc c'est pas rien. Et en tout cas, on a cette fierté-là de pouvoir faire partie encore d'une population dans le monde du travail issue du public qui se mobilise. Pas que sur nos conquis. Voilà. Mais pas du tout. Quand on se bat pour l'avenir du service public, on se bat avant tout pour l'intérêt général et ça c'est très important. C'est très important et je crois que ça a été entendu. On y reviendra, mais notamment sur le prix de l'énergie, ça a été une bataille qui a été menée et du coup, voilà, on s'est aperçu que les électriciens et les gaziers, ils voulaient faire de la pédagogie. Et ça on y reviendra. On parlait à l'instant du service public. Tu es originaire d'une petite ville où il y a encore une place pour le rêve, la gratuité dans le service public. On va voir une petite photo que va nous montrer Samuel. Voilà. Donc là, est-ce que ça te dit quelque chose, Sébastien? On est à Libourne. Ah oui, oui, tout à fait. Ben, c'est là où je suis né et où j'ai vécu aussi, bien entendu. Et là, c'est le secrétariat du Père Noël. C'est ça, tout à fait. Quand les enfants écrivent au Père Noël, c'est à Libourne que des citoyennes et des citoyens trient les courriers envoyés au Père Noël et envoient surtout une réponse parce qu'il y a toujours une réponse qui est envoyée. Ouais. Et c'est vrai qu'il n'y a qu'ici, qu'à Libourne, que ce... Voilà. C'est vraiment le secrétariat du Père Noël. Et ouais. C'est vrai que c'est anecdotique, mais en fait, si je voulais te montrer cette image, c'est aussi pour montrer la Poste a longtemps été un service public. Et c'était un service public où il y avait de la place pour la gratuité, pour le rêve, pour quelque chose qui faisait cohésion dans le pays, qui était en dehors de la rentabilité. C'est de moins en moins vrai. Partout. Oui, c'est de moins en moins vrai. Je me souviens d'une époque où le facteur passait en fin d'année pour vendre son calendrier. Moi, j'ai le souvenir que le facteur s'asseyait à la table de la salle à manger et buvait l'apéritif avec mes parents et discutait de l'actualité politique et sociale. C'était, je dirais, un moment important. Et lui discutait de son travail aussi, des problématiques qu'il rencontrait déjà à l'époque. Hein, c'était pas rien, c'était pas neutre. Hein. Oui, mais il avait encore le temps de le faire. Mais il avait encore le temps de le faire. Et puis, je pense qu'à l'époque, le calendrier du facteur, sans aucun doute, c'était
des milliers, voire des millions de calendriers qui étaient vendus. Aujourd'hui, malheureusement, c'est plus ça. D'ailleurs, moi où j'habite, on a un facteur en effet qui passe régulièrement, pour ne pas dire tous les jours. Mais j'ai pas le souvenir depuis que j'y habite d'avoir pris le calendrier, de l'avoir vu en fait s'arrêter pour nous le proposer. Je pense que c'est pas faute de vouloir le faire, mais c'est surtout parce que maintenant, ben, avec la notion de rentabilité qu'ont organisé les employeurs dans le concept de la privatisation, les facteurs, ils ont peu de temps pour pouvoir le faire. Le temps et en fait, on s'est servi de tout ce qu'ils faisaient pour le marchandiser, c'est-à-dire rendre des petits services aux personnes âgées. Ouais, tout ça, il y a eu des entreprises qui ont été créées et qui font payer maintenant ces services. C'est fou. Hein. C'est vrai que c'est un métier qui a beaucoup évolué dans le bon sens du service public rendu pour les anciens, mais pas que. Et malheureusement, l'intelligence des capitalistes a fait que tous ces services sont devenus... L'avidité, je te corrige. L'avidité, pas l'intelligence. L'avidité des capitalistes, tu as raison, a fait qu'on s'est servi finalement de toute cette organisation tout ce lien social. humaine, tout ce lien social pour encore une fois chercher la rentabilité et puis se dire que ça pouvait rapporter beaucoup d'argent pour les tenants du capital. Ben ouais. Voilà, donc c'était juste un petit hommage au service public que je voulais faire à travers ces photos. Super. Mais du coup, on va revenir un peu sur ta carrière avec toi. Est-ce que tu te souviens pourquoi tu as choisi EDF? Est-ce que c'était quelque chose de familial? Pourquoi tu as choisi EDF? Alors, je me souviens, c'était pas du tout quelque chose de familial, hein, puisque mon père et ma mère ne sont pas du tout issus des professions des industries électriques et gazières. Par contre, je me souviens que 2 mois avant de passer le bac, en 1994, j'ai arrêté l'école pour plein de raisons, mais je ne rentrerai pas dans les détails parce que ça serait trop long. Cela étant dit, mon père, quand je lui ai dit que j'ai arrêté l'école, m'a dit « Écoute, tu vas trouver du travail rapidement, sinon ça ne va pas le faire ». Chose que j'ai fait. J'ai travaillé des petits boulots à droite à gauche, en intérim. Et puis finalement, quelques semaines après... Pas longtemps après avoir arrêté l'école et puis commencé à faire des petits boulots, la NPE m'a appelé pour me dire qu'à la centrale nucléaire du Blayais, donc EDF, ils recherchaient à recruter des jeunes pour faire un apprentissage, un contrat de qualification exactement. Ouais. Et si obtention du diplôme, embauche donc à la centrale. Du coup, j'ai réfléchi, puis je me suis dit... Finalement, pourquoi pas? Surtout qu'ils recherchaient des électromécaniciens et des électrotechniciens. Et moi, j'avais le BEP électrotechnique. Voilà, donc j'ai passé 2 entretiens à la centrale en espacé de, je crois, de 15 jours. On était 400 à peu près sur dossier, avoir répondu à la demande d'EDF. Et on a été à peu près une quarantaine de recrutés sur dossier. Ah ouais, quand même, bonne sélection là. Bonne sélection, et on a été 3 de retenus, donc 2 pour passer un bac pro maintenance des systèmes automatisés, et 1 pour passer un bac pro d'électricité. Voilà, donc tous les 3 en contrat de qualification, et tous les 3 embauchés, puisqu'on a obtenu notre diplôme. Et j'ai gardé d'ailleurs des liens encore beaucoup avec un camarade qui travaille toujours à la centrale du Blayais et avec qui on est devenus amis, et donc on a été embauchés le même jour. Ah ouais. Voilà, lui, alors il avait un BEP électro-mécanique et il a fait donc le bac pro électricien, et moi j'avais un BEP électrotechnique et j'ai fait le bac pro mécanique. Et en fait, les entreprises cherchaient à nous rendre plutôt polyvalents dans les métiers de la maintenance, chose qui a été plutôt, je dirais, une réussite, en tout cas pour lui comme pour moi. Et c'est bien de le dire parce que c'est une réalité. Mais voilà comment je suis arrivé à EDF, et j'en suis peu fier parce que ça a été quand même une épreuve de concours écrit et oral.
qui m'ont emmené en fait à rentrer dans les industries électriques gazières et notamment donc chez EDF. Ouais, et puis on imagine quand même, mais oui, on ne prend pas n'importe qui pour être dans une centrale nucléaire. Voilà, il faut plein de qualités humaines aussi, de responsabilités, et tout ça. Et ces responsabilités, toi, tout de suite, tu as eu le goût de les porter dans des luttes collectives. Comment c'est venu ça? T'es d'une famille militante ou tu avais des gens? Là aussi, pas du tout en fait. Moi, ma conviction, elle est venue du terrain. Ouais. Les collègues qui m'ont accueilli à l'atelier m'ont d'abord très vite fait comprendre qu'il fallait que j'adhère à la CGT, ce que j'ai fait quand j'ai été donc embauché en 96 et que j'ai obtenu mon diplôme. Et puis, quand même, pendant les 2 ans d'apprentissage, on a eu affaire à la CGT, notamment parce que quand on montait à Gurcy-le-Châtel, on était logé dans un célibatorium qui se trouvait en face de la centrale, l'ex-centrale thermique de Montreux-Foltionne en Seine-et-Marne. C'était un site qui avait été aménagé à l'époque pour recevoir des stagiaires et les former sur la robinetterie dans les centrales, la maintenance en robinetterie dans les centrales. Et puis, en fait, ils avaient transformé ce site pour nous faire des chambres, donc un célibatorium avec des cuisines collectives. Célibatorium, c'est genre, ouais, ça s'appelait on bouge comme pas ça, une oreille. exactement. On montait entre 4 semaines et 6 semaines. Et puis, finalement, on était comment dire, totalement... pas confinés, mais voués à travailler pour pouvoir obtenir notre diplôme. Hein, c'était le deal, et du coup, je pense qu'on s'y est bien attelé. Mais tout ça pour dire qu'en fait, on a eu la CGT qui nous a accompagnés, parce qu'à l'époque, en fait, c'est l'exemple qui va traduire derrière l'exigence revendicative. On n'avait pas de machine à laver. Ah bah voilà. Et du coup, quand on montait 6 semaines, on avait quand même des besoins qui étaient, comment dire, de pouvoir laver nos affaires. Donc la CGT nous a accompagnés, on a obtenu satisfaction à nos revendications. Puis il y a eu d'autres exigences revendicatives qu'on a obtenues ou pas obtenues, ou on va dire en partie. Donc c'est le terrain en fait qui m'a emmené à cette conviction. Après, à l'atelier, avec mes collègues, on avait souvent des réunions de service. Et puis on intervenait. Enfin, j'intervenais souvent d'ailleurs pour mes collègues, parce que c'est toujours, je dirais, un peu le même problème en fait avec beaucoup de collègues. C'est qu'ils parlent dans les vestiaires, ils parlent à la machine à café, mais peu parlent dans les réunions de service, quand il s'agit notamment de critiquer ou d'apporter des arguments pour dire que ça n'allait pas ou qu'il fallait faire autrement. Et donc moi en fait j'ai très vite été mis en avant, et donc ça m'a emmené en fait à très vite à devenir un peu celui qui était le porte-parole des collègues à l'atelier. Voilà, oui, donc un rôle qui vous a amené jusqu'à la tête du syndicat quand même. Ouais, c'est ça, exactement. Voilà. Tout à Mais fait. bon, apparemment il y avait consensus sur le fait que vous les portiez bien, ces idées, parce que oui. Du coup ils vous ont choisi aussi. Oui, ils m'ont choisi. J'étais secrétaire de la section syndicale donc à la maintenance, là où je travaillais. Et puis après, dans les activités sociales, c'est pareil. Très vite, j'étais au bureau de la SLV, à la commission jeune. Mais bon, moi, les activités sociales, ça a été un passage que j'ai apprécié beaucoup, parce que quand on commence à militer, on a besoin de se sourcer aussi dans ce milieu-là. Pour la petite histoire, j'ai passé mon BAFA, mon BAFD, donc j'ai encadré dans les colonies de vacances de la CCAS pendant quelques années. Donc j'ai formé des jeunes à avoir leur BAFA, à devenir des animateurs aguerris. Et puis voilà, je pense que ça m'a aidé aussi à devenir un militant avec des convictions, des valeurs. Mais voilà, ce que je veux souligner surtout, c'est que on grandit, en tout cas moi j'ai grandi grâce au terrain, grâce à tout ce que j'ai pu acquérir avec mes collègues et mes camarades sur le terrain, dans la section syndicale et le syndicat. Et à la CCAS, il y a aussi toute une dimension d'éducation populaire, de culture, bien sûr, qui ouvre aussi. Tout à fait, j'ai les formations BAFA, BAFD avec IFOREP à l'époque m'ont beaucoup aidé à prendre le leadership, comme on dit, sur des animations de réunion, mais aussi la prise de parole en public, animer des assemblées générales,
devant 300 personnes, c'est pas voué, je dirais, à tout le monde. Bien sûr, mais ça c'est très important, on ne le dit pas assez, parce qu'en fait, quand on est syndicaliste, quelque part, dans son syndicat, on agit comme un patron, comme quelqu'un qui dirige. Bien et sûr. Du coup, ça met, quand on va négocier après, ça met à égalité, en fait. C'est vrai que beaucoup de camarades considèrent que quand on parle de politique de cadre ou de direction de syndicat, c'est un peu employer des mots que les patrons emploient. Sauf qu'un syndicat, ça se dirige. Quand on est secrétaire général, on ne décide pas d'un seul homme. Donc on a avant tout à diriger un secrétariat, un bureau, une commission exécutive. Ce sont des femmes et des hommes qui sont aussi des militantes et des militants, avec des convictions, des valeurs. Et il faut rassembler tout le monde. Et on a des débats passionnés, parfois des désaccords, mais il faut trouver à rassembler une organisation. Ouais, c'est les compétences organisationnelles. C'est les compétences organisationnelles. Moi, je suis convaincu que d'avoir fait le cursus avec IFOREP, BAFAB et AFD m'ont apporté beaucoup de compétences qui m'ont permis d'être un militant peut-être avec un peu plus de facilité dans certains domaines. Mais tout en rencontrant certaines carences dans d'autres domaines et ce qui en fait te fait évoluer, te fait grandir, c'est le collectif. C'est le collectif et ça c'est très important. Je crois que ce sera un des maîtres mots. On va écouter, Sébastien, une petite pause musicale à laquelle je te ferai réagir après. On m'a dit que tu aimais beaucoup cette chanson. On va l'écouter. A Puerto voy para Mayarí. De Alto Cedro voy para Marcané, llego a Puerto voy para Mayarí. De Alto Cedro voy para Marcané, llego a Puerto voy para Mayarí. Que te tengo, no te lo puedo negar. Se me sale la babita, yo no lo puedo evitar. Cuando Juanica y Chan Chan en el mar servían arena, como sacudí el jibe, a Chan Chan le daba pena. Limpia el camino de paz, que yo me quiero sentar en aquel tronco que veo y así no puedo llegar. De Alto Cedro voy para Marcané, llego a Puerto voy para Mayarí. De Alto Cedro voy para Marcané, llego a Puerto voy para Mayarí. De Alto Cedro voy para Marcané, llego a Puerto voy para Mayarí.
De Alto Cero voy para Marcané, llego a Puerto, voy para Mayarí. Et voilà, on écoutait Chan Chan de Buena Vista Social Club, petite chanson cubaine, spécialement pour toi, Sébastien Manesplier. Alors, à ton avis, pourquoi on a choisi ça? Je pense que ça a été choisi par rapport à mon engagement vis-à-vis du peuple cubain, qui a commencé en 99 grâce à un collègue de la centrale du Blayais, qui est un ami et un camarade, qui m'a proposé en 99 de l'accompagner à Cuba pour participer à une brigade de solidarité. Bon, j'avoue qu'au départ, je me suis interrogé sur cette idée de partir à Cuba en brigade de solidarité. Qu'est-ce que ça pouvait être? Qu'est-ce qu'on allait faire? Bon. Et puis finalement, je ne regrette rien aujourd'hui, hein, ça c'est très clair. Ça a été pour moi une expérience formidable et elle ne s'est pas arrêtée là parce que finalement, ce mois passé à Cuba a aidé le peuple avec nos moyens qui forcément sont quand même assez restreints aussi. Quand on est syndicaliste, on part à une quinzaine de camarades. Peuple victime d'un blocus, il faut le rappeler. Peuple victime d'un blocus en pleine période spéciale en 99, donc une période aussi compliquée que celle d'aujourd'hui. Malheureusement, je pense que même aujourd'hui, c'est encore plus compliqué qu'à cette période-là. Et finalement, on a été accueillis de la meilleure des manières par un peuple qui est toujours souriant, toujours à vouloir discuter, te découvrir. D'ailleurs, pour la petite histoire, j'ai appris l'espagnol à Cuba. J'en ai jamais fait à l'école. Et ça m'a permis, quand je suis revenu la première année, de m'inscrire à des cours pour apprendre l'espagnol parce que la motivation était là. Parce que je me suis dit, je suis reparti frustré quand même de cette première expérience, étant donné que je ne parlais pas espagnol. Je faisais toujours appel à mon ami et camarade pour qu'il me traduise, mais enfin les Cubains se mettaient à m'apporter et donc parler doucement. Donc je m'étais mis dans la tête de revenir, et je suis revenu puisque j'ai enchaîné plusieurs années à participer à cette brigade de solidarité, à l'époque avec Jean-Bernard Colette qui est décédé, qui grâce à lui en fait m'a convaincu de poursuivre le combat avec ce peuple cubain contre le blocus états-unien, l'impérialisme américain et aujourd'hui toujours engagé d'ailleurs, hein, même si je pense que on l'est toujours pas assez, y compris de manière politique. Je trouve que la France, elle est complètement à côté de la plaque sur son appréciation de la situation. Mais je suis aussi très fier d'avoir remis la fédération dans cette bataille et dans ce combat, dans cette lutte, puisqu'on a en 2019, avec François Dutheil, l'ancien secrétaire général de la Fédération nationale de l'énergie, et aujourd'hui président de notre institut de l'histoire sociale Minénergie, on est allés tous les deux à Cuba et on a donc signé un accord de coopération avec la Fédération nationale des travailleurs énergéticiens cubains, donc de la CTC. Et puis cet accord, il vit toujours, puisqu'on essaye même de faire vivre d'autres expériences de coopération entre des régions de la FNME, les syndicats donc, et puis des régions de Cuba. Donc vraiment très fier et j'espère que ça se poursuivra. Et ils seront là au congrès, bien sûr. Et ils seront là, les Cubains, au congrès. Ah, en effet. Super, très bien. On les accueillera comme il se doit. Tout à fait. Voilà. On va faire un petit bilan des actions menées maintenant durant ton mandat. Et donc, le principal succès, on va voir une petite image d'un dieu grec. Ouais. Voilà, Héraclès, donc Hercule. Tout Eh bien, à fait. la FNME a vaincu Hercule, donc qui visait donc à scinder EDF en plusieurs unités. Est-ce que tu peux revenir sur cette mobilisation et expliquer comment la FNME a contribué à l'abandon du projet Hercule? Bien sûr. Avant, si tu me le permets, je dirais que la bataille aussi qu'on a gagnée, et elle est importante, c'est quand même contre la privatisation des barrages hydrauliques. Oui. Puisqu'il y a une mise en demeure de la Commission européenne en 2015 qui a impacté
la France, et notamment impacté EDF, l'HM et puis la CNR. Et donc forcément, cette bataille qu'on a menée contre la privatisation des barrages hydroélectriques, moi personnellement, elle m'a aussi aidé à envisager de mener la bataille contre le projet Hercule un peu de la même manière. Et je m'en explique. C'est d'abord, avant tout, se dire que la mobilisation en interne, donc par les agents, elle est importante. Mais comme on est sur un débat quand même des enjeux de société, il fallait qu'on ait impérativement avec nous les élus politiques. Il fallait les alerter, leur expliquer ce qui se tramait, ce qui s'organisait et vers où voulait aller l'entreprise, mais aussi le gouvernement avec la Commission européenne. C'est pour ça que la bataille contre la privatisation des barrages hydroélectriques, elle est pour moi identique dans la manière d'avoir mené le combat. Il y a aussi une partie avec l'intersyndicale qui est importante. Alors l'intersyndicale, j'ai toujours dit qu'elle était de sommet, c'est vrai, parce que sur le terrain c'est très différent. Sur le terrain il y a une espèce d'opposition, mais aussi d'enjeux de représentativité qui font qu'on n'a pas les mêmes appréciations, on ne se parle pas de la même manière et on n'a pas des intersyndicales qui vivent de partout, on va dire, avec la même conviction et les mêmes envies. Donc, c'est important pour le personnel. Pour les militants de terrain, je ne dirais pas que c'est pas important, mais en tout cas, il y a ces querelles et puis cette forme de pouvoir lié à la représentativité qui vient un peu contrecarrer la nécessité en fait de pouvoir œuvrer toujours en intersyndical. Donc, et puis la CGT, c'est normal, elle a besoin aussi de s'afficher et de s'affirmer dans le personnel comme étant une organisation de classe et de masse, et qu'elle sait aussi se débrouiller seule sur les enjeux de société sans forcément avoir toujours les autres à son chevet. Mais quand même, sur des enjeux structurants, c'est bien d'avoir une intersyndicale, parce que quand on discute avec des élus politiques, par exemple, sur ces enjeux, c'est toujours la question qui nous pose. Mais il y a qui est engagé sur cette bataille? Vous êtes tout seul, la CGT, ou il y a les autres organisations syndicales, et qui elles sont? Voilà, donc voilà, c'est important. Et du coup... Juste, je reviens une seconde sur ce que tu as dit auparavant, je réagis parce que ça me semble très important aussi. Tu parles de l'enjeu des barrages et de l'hydraulique, l'enjeu d'Hercule avec la privatisation qui était comme si c'était signé, c'était quasiment fait pour eux. Oui, tout à fait. Et c'est toujours avec cette idée que c'était une injonction européenne. C'est-à-dire, c'est pas nous, on est obligé, c'est l'Europe qui veut ça. Et en fait, on a prouvé par 2 fois qu'on pouvait faire autrement si on le voulait. Oui, l'action syndicale et le rapport de force, il est important à faire comprendre. Il faut faire comprendre à tout le monde que oui, il y a des injonctions européennes, ça c'est vrai, elles existent, de par les directives, de par les lois, mais on peut faire autrement. Alors, il est très clair que la bataille, elle ne s'est pas faite en un jour. Là, il a fallu vraiment convaincre les élus politiques de nous suivre, ce qui a été fait avec les parlementaires de tous bords, sauf le Rassemblement national, mais tout le monde en convient, j'espère encore, qu'on ne les ait pas associés à cette bataille. Mais on a en effet mis autour de la table des élus de droite, de gauche, de courants différents, mais qui ont su, avec nous, mener cette bataille. Et donc, du coup, il y a eu aussi le débat au Parlement, et ça, c'est venu contrecarrer les plans à l'époque du PDG d'EDF, Jean-Bernard Lévy, et aussi de la Commission européenne. Mais il a fallu mobiliser, passer par des journées en intersyndicale de mobilisation, mais aussi des journées de mobilisation où on était seul, la CGT. Et je me souviens, cette année fatidique, 2021, où on a gagné le retrait du projet Hercule, on a organisé des rassemblements en région. À Lyon notamment. À Lyon, on a fait aussi sur un site de la Chem dans le Béarn. On a fait à Gravelines à la centrale nucléaire, au Blayais à la centrale nucléaire. On a fait aussi
de mémoire, enfin 3-4 encore rendez-vous dont j'ai plus les villes en tête, mais ces rassemblements, ces mobilisations à l'appel de la CGT, ils ont été très importants parce qu'on a associé aussi les politiques. Il y a eu des prises de parole globales qui ont été faites par tout le monde, et tout le monde mettait en avant cette volonté de faire reculer la Commission européenne, le gouvernement français et le patron d'EDF à l'époque avec leur projet Hercule. Et on a gagné puisqu'il y a eu quand même cette manifestation nationale à Paris le 22 juin 2021, sous l'eau. C'était des trompes d'eau, mais ça n'a pas fait partir la foule qui était quand même bien mobilisée et rassemblée. On avait les élus politiques qui étaient présents. Et 15 jours plus tard, on a le PDG d'EDF qui annonce le retrait de son projet. Donc ça a été toute une construction revendicative dans l'année 2021 qui est partie du mois de janvier jusqu'au mois de juin et qui a vraiment permis de faire reculer tout le monde. Donc ça, c'est une victoire très importante. En tout cas, moi, c'est une, je dirais, des luttes gagnantes qui restera ancrée dans ma mémoire. Il y en a d'autres, mais celle-ci, elle a empêché la privatisation d'EDF. C'est fou, hein. Et elle a surtout empêché les requins de la finance de pouvoir aller plus loin que d'avoir libéralisé le secteur, d'avoir ouvert le capital des entreprises EDF et GDF. Et d'ailleurs, je tiens à préciser une chose, c'est que dans cette bataille contre le projet Hercule, on a aussi mené la lutte contre le plan Clamadieu, qui était aussi un projet de privatisation d'Engie notamment. La mobilisation était différente, mais quand même, on a réussi à faire en sorte que le plan Clamadieu ne voit pas totalement jour. Et c'est vrai que le groupe Engie, dans sa structuration aujourd'hui, on a moins d'entreprises issues des industries électriques et gazières, ce qui a fait que la mobilisation était différente. Pour autant, l'engagement et les convictions des collègues et des camarades ont fait qu'on a même vu des gaziers mobilisés dans la manifestation du 22 juin. Ils étaient d'ailleurs nombreux contre le projet Hercule. Et ça, c'est une fierté que l'on doit avoir dans la fédération. C'est, encore une fois, cet esprit du collectif et du rassemblement qui sont nos valeurs. Absolument. Et puis, quand il s'agit du service public, quand il s'agit de l'intérêt des usagers, on Tout à continuera de les appeler les usagers ici, Bien même sûr. s'ils veulent les appeler les clients. Donc, voilà. Et je voudrais vous passer un petit document vidéo de quelqu'un qu'on connaît bien tous les deux, Fabien Gay, qui est sénateur communiste, qui au Sénat explique l'accès régulé à l'électricité nucléaire historique, le fameux ARENT, et il l'explique comme il le ferait pour un enfant de 4 ans. C'est drôle, c'est pédago, et je pense que ça va vous plaire parce que vous êtes aussi dans la pédagogie. On écoute Fabien Gay. Vu l'heure tardive, je vais vous raconter une histoire pour détendre l'atmosphère, et ce sera ma dernière prise de parole. C'est celle que je raconte à mon fils pour lui expliquer le capitalisme. Il a 4 ans. Alors, vous savez quoi? C'est un pâtissier, il vend les meilleurs gâteaux au chocolat. Il en vend 400 par jour. Et il vend plein d'autres choses, mais les gâteaux au chocolat. Ça lui coûte 8,50 € et il le vend au tarif de 10 €. Parce qu'il se dit que les 400 gâteaux au chocolat, tout le monde y a droit, et il appelle ça le tarif réglementé du gâteau au chocolat. Et puis un jour, il y a 5 requins qui arrivent, et ils lui disent, nous, on va vendre aussi des gâteaux, mais on va prendre un fonds de commerce, mais on ne va pas acheter le four, ni le chocolat, ni la levure, ni les œufs. Tu vas nous vendre les gâteaux. Tu vas nous en donner 100 sur tes 400, au prix de 8,50 €. Voilà ce que ça te coûte, et nous, on les vendra entre 10 et 11 €. Voilà. Mais comme tout le monde a besoin des gâteaux au chocolat, quoi qu'il arrive, quand tu auras vendu tes 300 gâteaux au chocolat à 10 €, peut-être qu'ils viendront chercher les 100 autres entre 10,50 € et 11 €. Puis 10 ans plus tard, il y a 15 autres requins qui arrivent et ils disent nous aussi on veut vendre des gâteaux au chocolat parce que du coup on vend des gâteaux au chocolat, on fait de l'argent mais en plus on ne produit rien. Bon, c'est pas mal. Donc il faut augmenter. Alors ils disent on va demander qu'il n'y en ait plus pas que 100, on en veut 150.
Sauf que le pâtissier dit oui, mais là, les prix, ils ont augmenté pour moi. Ça vaut, maintenant, ça me coûte 9,50 €. Ils disent, bon, d'accord, on va te les acheter au prix de 9,50 €, mais ton tarif réglementé du gâteau au chocolat à 10 €, il va falloir le péter. Parce qu'il faut qu'on continue à faire de l'argent. Donc, ça serait bien que tu pètes les tarifs réglementés et qu'on les vende tous à 12 €. Ben voilà. Et bien, comme ça, qui c'est qui est lésé? Le pâtissier et le consommateur. Celui qui a acheté le prix du gâteau à 10 €, aujourd'hui, il achète 12 €. Et puis, les requins, ils s'empiffrent. Et bien voilà, et bien aujourd'hui, c'est ça l'arène. Vous remplacez le pâtissier par EDF, les consommateurs par les usagers d'électricité, et les requins, ça reste les requins, c'est les acteurs de l'alternatif. Ben vous voyez, c'est ça l'arène. Voilà, donc on ne participera pas à ce débat de dupes, de savoir est-ce qu'il faut déplafonner, augmenter, etc. Nous, on est contre ce système. Vous votez avec nous, très bien. Vous votez pas, je participe pas au reste du débat, mais je vous souhaite une bonne soirée et j'espère que l'histoire du capitalisme vous aura plu. Et voilà, Fabien Gay. Mais c'est quand même assez bien vu, parce que Oui. voilà, et c'est ça aussi, je crois, qui a été important dans les combats de la FNME ces dernières années, c'est que vous adressez aux gens qui consomment de l'énergie, c'est-à-dire à nous tous, Tout à fait. pour expliquer pourquoi ça augmente. Le coût de la guerre en Ukraine, c'est une partie de l'explication, mais vraiment très partielle. C'est ça. Et vous nous expliquez qu'en fait, il n'y a plus... c'est un peu comme quand on prend le train maintenant, c'est-à-dire qu'on ne paye pas au kilomètre, on paye comme ça pour remplir le train. C'est aléatoire. C'est complètement aléatoire. Et ça, je pense que de plus en plus de citoyens ne le supportent pas, en fait. Ils voudraient payer pour un vrai service, et puis payer le prix, le juste prix, pas moins, pas plus. Ouais, d'ailleurs, ça a mis un peu de temps quand on a commencé en 2018 à mener la bataille pour l'avenir du service public de l'électricité et du gaz. À l'époque, les cheminots menaient la bataille pour le service public du rail. Et ouais. Et donc, nous, on s'est dit, d'abord, avant tout, on est des utilisateurs du service public du rail, donc se battre pour son maintien, son avenir, c'est important. Mais on va rentrer dans la bataille, nous, pour l'avenir du service public de l'électricité et du gaz, mais même à le transformer en le grand service public de l'énergie. Bon. Et puis à l'époque, c'est vrai qu'on a sorti du matériel de communication. C'est compliqué, en fait, de pouvoir conscientiser le citoyen lambda sur ces questions, tellement, en fait, on est envahi par une multitude d'informations qui vient en fait contrecarrer à chaque fois ce que tu essayes toi d'emmener par la conscientisation. Puis on s'est dit, on va sortir des journaux. Des journaux, c'est les cheminots qui nous ont donné la voix, pour le coup, avec leur journal 100% public, que l'on a nous aussi mis en avant, travaillé, mais à le rendre vraiment... lisible et surtout audible pour le commun des mortels, voilà, qui est un usager de l'électricité ou du gaz, donc de l'énergie, et qui a envie de comprendre. Donc on s'est adressé à une agence de communication, parce que pour le coup, nous, on est des militants, et quand on est des militants, on ne sait pas faire. Il faut reconnaître qu'on sait expliquer plein de choses, mais pour conscientiser, mais des fois, il faut employer... des phrases simples, des mots simples, une histoire simple, comme l'a fait Fabien Gay. Donc nous aussi, on a sorti des journaux 100% publics qui s'adressaient aux usagers pour leur donner à comprendre c'est quoi la facture énergétique, pourquoi il y a autant de taxes sur la facture énergétique, c'est quoi finalement aujourd'hui, que sont devenus EDF, GDF, depuis la libération du secteur. Bref, on a, au travers, je crois, de 4 ou 5 exemplaires, essayé d'emmener cette conscientisation par une expression travaillée par une agence de communication pour faire comprendre véritablement les enjeux. Et puis, il y a en effet, on savait qu'il fallait aller plus loin, notamment avec l'après-crise sanitaire et la période Covid. On a essayé de on a essayé de faire comprendre à la France entière que finalement la guerre en Ukraine était les maux de tous les problèmes et surtout de l'envolée des prix. Sauf que bon, nous, on est revenu à la raison en disant stop, attendez, là, il y a eu la libéralisation du marché,
du secteur, pardon, et il y a surtout le marché. Et le marché, c'est lui qui a fait exploser cette organisation d'un service public pour l'intérêt général en comment les requins peuvent s'enrichir avec un produit de première nécessité. Fabien Gay l'explique très bien. Et nous, surtout s'enrichir en ne produisant pas, parce que oui, c'est quand même tout à EDF fait. qui produit l'électricité. Exactement. En fait, en utilisant la production d'électricité d'EDF, on a des alternatives, comme les appelle Fabien Gay, des fournisseurs alternatifs qui se sont vraiment enrichis sur le dos des usagers. Voilà. Et ça, c'est inadmissible, c'est inconcevable. La bataille, elle est pour nous importante et il faut toujours la mener parce qu'on est toujours dans cette actualité aujourd'hui. On y est toujours dans le sens où les fournisseurs alternatifs, ils existent toujours. Et on a encore des usagers qui sont abonnés chez ces fournisseurs alternatifs. Et qui se sont fait avoir. Et voilà, et qui se sont fait avoir et qui vont encore se faire avoir par des augmentations de tarifs qui ont eu lieu en 2024 et qui auront lieu en 2025. Et donc, moi, le message que j'adresse aux citoyennes et aux citoyens aujourd'hui, c'est revenez aux tarifs réglementés. C'est vraiment important, puisque si tout le monde revient aux tarifs réglementés, ça va vraiment nous aider à mettre un coup de pied dans la fourmilière des fournisseurs alternatifs, et surtout, ça va nous aider dans la bataille que l'on mène encore pour la sortie du marché. Bien sûr. Il et faut c'est vraiment très sortir. important. C'est très important parce qu'on ne peut pas le faire pour le train, par exemple. Maintenant, on ne peut pas se dire... C'est beaucoup plus compliqué. C'est beaucoup plus compliqué, à moins de prendre encore les trains, les omnibus, là. Et parce que les TGV, c'est pas possible. Donc, paye toujours le tarif, voilà, c'est un peu la roulette. C'est ça. Et pour l'électricité, il y a encore un opérateur historique public qui peut pousser le même prix pour tout le monde. Comme il y a un opérateur pour le gaz, voilà, aujourd'hui, et donc c'est important qu'on puisse revenir à un système qui permette de pouvoir protéger les usagers, les consommateurs, les industriels. Bien sûr. Parce qu'il est aussi question quand même là aussi, on aurait tendance aujourd'hui à se dire que les plans de licenciement, les délocalisations, c'est parce que les prix de l'énergie ont explosé. Si c'est vrai que l'explosion des prix de l'énergie ont eu un impact sur les industriels, c'est pas non plus la genèse de tous les problèmes. Quand un industriel il décide de délocaliser sa production, c'est avant tout pour être encore plus rentable qu'il ne l'est aujourd'hui. Quand un industriel décide de délocaliser la même production, et je prendrai l'exemple de Michelin, d'une usine qui a été construite il n'y a pas si longtemps que ça sur notre territoire, et que la même usine elle est construite en Amérique du Sud par exemple, avec des moyens encore plus importants, c'est bien qu'il y a une volonté de Michelin de travailler encore mieux à sa rentabilité. Et le pire dans tout ça, c'est que on détruit l'environnement, puisque les pneus qui sont produits en Amérique du Sud et qu'avant étaient produits en France, ils reviennent sur le sol français parce qu'on en a besoin pour équiper les véhicules automobiles. Donc c'est un exemple, je pense, aussi pédagogique que Fabien Gay explique le système de l'Arenh, mais qu'il nous faut aujourd'hui utiliser pour conscientiser l'ensemble des citoyennes et des citoyens. Donc on a aujourd'hui besoin de sortir du marché. Ça sera la seule solution qui permettra aux industriels de retrouver un peu plus de pouvoir dans leur manière de gérer leur industrie, et ils seront moins en effet pressurisés par les prix de l'énergie qui se sont envolés. Et cette instabilité qui est en fait régulière parce que on est infoutu de toute façon de pouvoir maîtriser le système marchand. La seule manière qu'on a de maîtriser les coûts de l'énergie, le prix, c'est qu'il soit juste. Et donc pour être juste, il faut le sortir du marché et l'organiser de manière à prendre en compte son coût issu de la production, en ajoutant les besoins de gestion et d'organisation du service public. Et là, on a vraiment le prix juste, le plus juste qui soit pour les usagers, les consommateurs, les collectivités locales et les industriels. Et ce sera de toute façon moins cher. On le voit par exemple. Et ça sera moins cher. Quand on regarde
d'autres services publics, la sécurité sociale, par exemple. Gérer la sécurité sociale, c'est moins cher que de gérer des mutuelles ou de gérer des complémentaires. Tout à Quand il fait. n'y a pas d'intérêt, quand il n'y a pas de fausse concurrence, parce qu'on dit oui, la concurrence fait baisser les prix. Pas du tout, en fait. Non, 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 non. Jamais, La jamais. concurrence, elle ne fait que les exploser parce que, encore une fois, il y a une recherche de rentabilité. Donc, il y a une course à l'échalote qui s'organise pour qu'il y en ait toujours un qui gagne plus que l'autre. Exactement comme l'explique Fabien Gay, Ouais. entre les requins qui viennent et qui veulent vendre leur gâteau au chocolat voilà, à chaque fois plus cher. Bref, c'est important aujourd'hui de continuer la conscientisation. Elle est à 2 niveaux, hein, chez les citoyens et les citoyennes, mais elle est aussi chez les élus politiques. Et chez les élus politiques, elle commence d'abord par les maires et les conseillers municipaux dans les communes. C'est très important d'en passer par ce niveau-là. Le terrain. Si on arrive à conscientiser les maires de France sur ces enjeux-là, on aura beaucoup moins de problèmes à conscientiser les parlementaires et on aura beaucoup moins de problèmes pour conscientiser la population. Absolument. Et puis je pense que la population, elle commence quand même à voir tout ça. Ça commence à se voir. Oui, parce que ça coûte cher au foyer. Et puis on voit aujourd'hui que malheureusement la vie elle est de plus en plus chère et que les salaires ils augmentent de moins en moins. Donc oui, l'indexation n'est pas là. Exactement. Voilà, exactement. Et puis non seulement, alors, bien sûr, on a évoqué les batailles menées par la FNME, mais bon, il y a aussi bien sûr le combat, on l'a évoqué tout à l'heure en début d'émission, contre la contre-réforme des retraites et la casse du statut. Je voudrais qu'on parle un petit peu de ce qui s'est passé pendant ce combat, donc des actions, on l'a vu, exemplaires, pédagogiques, drôles. Parce que quand même, on se marre aussi en oui, en tout luttant, à fait, bien sûr. drôle et sympathique, et voilà. Et puis, ce mot de mise en sobriété, moi, c'est un clin d'œil aux injonctions gouvernementales sur la sobriété C'est exactement énergétique. ça. C'était quand même très bien trouvé aussi. Par contre, ça n'a pas eu l'heure de plaire en haut lieu, puisque la répression s'est abattue de manière assez forte. C'est je dirais que c'est le côté le plus difficile à vivre quand on est en responsabilité. C'est ces attaques de répression syndicale hein, qui s'organisent au plus haut niveau, c'est-à-dire au niveau du gouvernement, mais qui forcément s'organisent aussi au plus haut niveau dans les entreprises avec les employeurs. Alors, on en est fiers parce que ça veut dire qu'on les met en difficulté par nos actions, par l'impact que les actions peuvent avoir dans la population, et puis on les met en difficulté parce que leur stratégie elle a du mal à prendre corps. Par contre, c'est très négatif parce qu'il y a des militantes et des militants qui forcément sont criminalisés et que cette criminalisation, elle s'attaque aux individus, à leur famille, et ça a des répercussions humaines et psychologiques dramatiques. Pour autant, il ne faut pas lâcher parce que on est dans le vrai, mais il faut qu'on soit vigilant, mieux organisé, dès lors qu'on mène des actions de sobriété, de baisse de production ou toute autre forme d'action revendicative, parce qu'on sait qu'on est épié, que l'ambition de ce rouleau compresseur des libéraux, c'est de nous mettre un genou à terre. Et nous, pour éviter de mettre ce genou à terre, encore une fois, ça sera notre collectif se rassembler, unis pour éviter d'avoir des camarades qui soient criminalisés et réprimandés. Et là, c'est beaucoup, hein. C'est combien à peu près ? C'est beaucoup trop. C'est plus de 150 voilà. sur la lutte contre la réforme des retraites et avec les luttes qu'on a menées pour les salaires, les augmentations de salaires en 2022 notamment. On monte à 400 militants réprimandés, criminalisés de tous ordres. Alors, c'est des convocations, c'est des gardes à vue, c'est des conseils de discipline en interne. C'est aussi des passages malheureux devant les tribunaux. C'est des condamnations. Ouais. Oui, c'est tout ce panel de répression qui est totalement organisé par le pouvoir en place et les libéraux. Ils veulent vraiment nous faire taire et nous empêcher de mener ces actions. Alors, certainement qu'on a, nous, en interne, à être
vigilants, beaucoup mieux organisés, faire de la prévention quand on mène ce type d'action, notamment pour éviter d'être surveillé, y compris avec les téléphones. Et puis des fois les vidéos qui circulent sur les réseaux sociaux. Cela étant, on arrive à la croisée des chemins, c'est-à-dire que le mouvement social, les luttes sociales, elles ne peuvent pas se contenter que de simples arrêts de travail, de faits de grève sans bousculer l'économie du système capitaliste. Et donc, moi, je suis convaincu qu'on est dans le vrai quand on mène des actions parce que ce que nous représentons dans la société en tant qu'agents du service public, c'est apprécié. On l'a vu en 2023 dans la bataille contre la réforme des retraites. Donc, faut que cette image, elle puisse rester. Bien et sûr, pour qu'elle puisse rester... pardon, mais c'est aussi ça. Les agents EDF, ils vont pas se faire virer, même s'ils sont réprimés, ils vont pas se faire virer demain. Ils sont quand même une sécurité de l'emploi. Ils ont quand même quelque chose qu'ils ont conquis et ils sont quelque part. On l'a bien vu. Les gens qui vous applaudissaient, c'était des gens. Vous étiez les porte-parole quelque part. Tout à fait. Les gens qui pouvaient encore faire grève. Alors malheureusement, la sécurité de l'emploi, on l'a plus. Hein. Oui. Aujourd'hui, les employeurs, ils peuvent virer à tour de bras. Ça s'appelle des mises à la retraite d'office, anticipées, forcément. Donc il faut les éviter. Mais c'est aussi des conseils de discipline qui peuvent emmener des collègues et des camarades à être déclassés, à être mis à pied. Il y a quand même un panel de sanctions qui est quand même assez lourd et qui font toujours mal dans tous les cas. Et les employeurs le savent, les directions elles le savent. Ça agit psychologiquement sur les femmes et les hommes que nous sommes. Donc ils savent qu'ils sont dans le vrai en organisant ces attaques et cette répression syndicale. Mais nous aussi, on sait qu'on est dans le vrai en menant les actions que l'on mène. Donc c'est un jeu, c'est une lutte de classe qui est beaucoup s'interrogent des fois en disant mais de quoi on parle quand on parle de lutte de classe. Là on y est, l'exemple il est criant. On est en plein dans cette lutte de classe et pour demain faire en sorte qu'on continue à emmerder le patronat tel qu'on le fait aujourd'hui et surtout leur stratégie et peser sur leur économie, il faut qu'on soit beaucoup plus nombreux à mener ces actions. Donc on est une organisation qui se veut transformer la société, on mène un syndicalisme de classe et de masse, mais la masse malheureusement elle est de moins en moins nombreuse, donc il faut qu'on la renforce cette masse, et donc on a besoin aujourd'hui d'avoir une organisation qui se renforce par les adhésions, et donc on a ce travail à faire qui est important. On va y venir, plus on sera nombreux à la CGT, moins on aura demain de camarades qui seront criminalisés ou réprimandés. Et vraiment, les enjeux d'adhésion à la CGT sont importants. On va y venir. Donc la dernière partie sera consacrée justement au chantier en cours. Mais je voudrais qu'on voit cette vidéo qui te montre, toi, le jour de ta convocation au commissariat. C'était en septembre 2023. Et c'est là, tu disais, ça fait mal, mais ça fait du bien aussi. Ça fait du bien de voir le monde qu'il y avait. Pour toi, mais pour d'autres aussi. Samuel qui est derrière la vitre, il a eu aussi droit à son petit rassemblement quand il a été convoqué pour autre chose. Enfin, tous, on sent, je l'ai vécu aussi, et quand on est avec la CGT, même au tribunal, on est moins seul. Mais on est vraiment moins seul, et c'est quelque chose où on sent la force du syndicat. Vraiment. On se sent soutenu, c'est important. Porté. On dit toujours que quand on touche à un militant de la CGT, on s'attaque à toute la CGT, c'est vrai. Et bien ça, quand on l'entend au mégaphone et qu'on est directement concerné, ça fait pas rien. Hein. Et c'est pour ça qu'il faut impérativement organiser ce type de rassemblement quand des camarades sont convoqués, quelle que soit d'ailleurs la répression qu'ils vivent. Hein. C'est important. C'est plus qu'un soutien finalement. Ça emmène au fond de soi cette envie de continuer le combat et de continuer la lutte. Et puis quand on rentre dans un commissariat ou une gendarmerie et qu'on est emmené à y rester quelques heures pour être entendu, on n'y va pas de la même manière. On y va avec le sentiment d'être dans le juste. En fait, exactement. Et puis c'est là où on se dit finalement, au-delà des femmes et des hommes que nous représentons,
on représente l'organisation et ça renforce finalement ce qu'est l'organisation aujourd'hui syndicale, la CGT en l'occurrence, parce que moi je suis convaincu qu'aujourd'hui il n'y a pas une organisation comme la nôtre qui est en capacité de pouvoir faire ce que l'on fait. Donc ça c'est très important, c'est pour ça que j'insiste à dire que peu importe les militantes et les militants, quand ils sont convoqués, il faut répondre présent à se rassembler. C'est plus qu'un soutien. C'est nos valeurs, au fond, je pense, que l'on met que l'on concrétise par cette action. On regarde quelques images, justement, ouais. de ce moment où tout le monde était là. Est-ce que la CGT est allée trop loin? Le secrétaire général de la branche énergie, Sébastien Menesplier, est convoqué aujourd'hui à la gendarmerie de Montmorency dans le Val-d'Oise. Il est soupçonné de mise en danger de la vie d'autrui après les coupures d'électricité menées le printemps dernier contre la réforme des retraites. Alors des centaines de ses collègues sont venus le soutenir et dénoncent une action politique contre le mouvement syndical. Quand on s'attaque à un premier dirigeant, on le fait pour donner le ton et pour décomplexer la répression syndicale à tous les niveaux. Aujourd'hui, c'est pas seulement Sébastien qui est convoqué par le commissariat, c'est toute la CGT. Attaquer injustement notre secrétaire, c'est au final museler la CGT, museler les travailleurs qui défendent les droits de chacun. Et c'est inadmissible en fait ce qui se passe. On a atteint un niveau là aujourd'hui de répression syndicale comme il n'y a pas eu depuis des décennies. On s'en aperçoit que tout va vite et que la répression syndicale s'accentue et derrière c'est nos droits qui sont attaqués. Les droits syndicaux sont attachés aux droits sociaux et derrière c'est les droits du code du travail et derrière c'est tous les salariés qui en pâtissent. Est-ce que la CGT a mis en danger la vie d'autrui? Ça, c'est des éléments de langage pour affaiblir les syndicats. Je n'ai jamais entendu un mouvement de grève causer une mort ou un blessé. On a toujours maîtrisé toutes nos actions. On a de moins en moins de moyens d'expression, de moins en moins de moyens de se faire entendre. Et du coup, on est des fois obligé d'en arriver là. On a toujours milité avec nos outils de travail, avec ce qui a fait notre force et ce qui faisait la force du service public. Et lui aussi, il a... Voilà, on voit ces images, Sébastien, de ce petit reportage qui a été fait donc ce jour-là. Et on voit que voilà, tout le monde était là et tout le monde était là avec ses arguments aussi. Ouais. Et ce que tu as développé exactement tout à l'heure. Voilà, c'est la force de ce syndicat. Et justement, on va voir maintenant un petit peu, ça c'était à la sortie, un peu crevé quand même. Hein. ouais, ça a été, je crois que ça a duré 3h30. Franchement, c'était dense. Ouais. Je me rappelle que, je crois que je l'ai dit quand j'ai pris la parole, j'avais l'impression au début de faire un cours de niveau 1 en formation syndicale. Il a fallu que j'explique la CGT. Parce que c'était, mais la CGT Police, on l'a ici. Hein. Ouais. Elle est dans nos locaux. Oui, mais je crois que ceux que j'avais en face de moi, ils ne connaissaient pas la CGT. Non, ça a été une épreuve assez comment dire, difficile dans le sens où on sent bien à travers leurs questions qu'ils essayent de te faire flancher quoi. Ouais, c'est bien. Et de te faire dire des choses qui sont pas en fait d'abord ce que t'as pas envie de dire et puis surtout des choses fausses parce que pour moi par exemple où on me reprochait d'avoir été celui qui avait coupé l'électricité du ministre du Travail à son domicile donc à Annonay. Ce même jour, j'étais en rassemblement de mémoire à Velaines. Donc c'est un site EDF qui gère les pièces de rechange. Et donc j'avais beaucoup de témoins puisque c'était un rassemblement pendant la lutte contre la réforme des retraites. Et donc j'avais étonné les inspecteurs parce que, en fait, pour eux, j'étais là-bas. Voilà, donc on rappelle pour le ministre du Travail, c'est juste parce que ça me fait plaisir. Et il n'était pas chez lui. Il n'était pas chez lui. Bon, lui, il a été définitivement condamné. Toi, pas encore. Non, tout à fait. Non, voilà. C'est vrai. Et d'ailleurs, je le suis pas. J'espère que je le serai pas. Mais mon dossier n'est toujours pas classé. Voilà, c'est toujours ça aussi, cette épée de Damoclès qui reste pour des années sur la tête des militants. Et ça, c'est insupportable. Et ça, il faudrait vraiment en discuter. Plus d'un an après, je n'ai pas de nouvelles. Ouais, voilà.
Parlons un petit peu des chantiers en cours, parce que Oui. là, tu vas passer la main, C'est ça, a priori. tout à fait. Voilà. Si le congrès voilà, c'est le valide, mais bon, de toute façon, j'ai dit... On peut pas te forcer, il n'y a rien à faire, c'est décidé. Non, c'est décidé, c'est mûrement réfléchi, et puis je pense que c'est important pour une organisation comme la nôtre de pouvoir se renouveler et que la transmission se fasse bien avec des jeunes qui montent. Donc, moi, je pense que c'est un travail abouti et accompli. Donc, alors justement, place aux autres. Deux questions sur le travail qui a été fait. Donc, ce congrès qui débute le 10 mars, c'est à quelques jours de la Journée internationale des droits des femmes. Je me souviens qu'en 2017, à Nantes, toi-même, personnellement, tu mesurais dans une vidéo les efforts encore à faire dans les instances du syndicat pour arriver à la parité. Alors, le défi, il s'en est où aujourd'hui, c'est ça ? Le chantier, il reste encore ouvert et toujours d'actualité, même si vraiment l'organisation a fait des progrès. J'apprécie quand on est réunis en conseil général dans la salle du CCN à Montreuil de voir toutes ces femmes, premières dirigeantes des syndicats de la fédération. On en a, je trouve, de plus en plus et ça c'est appréciable. Notre direction fédérale, elle est à l'image, je dirais, de ce que représente le salariat femme dans nos entreprises. Voilà. Donc tendre à la parité, c'est plus compliqué dans le sens où il nous faudrait avoir plus de propositions émanant des syndicats en termes de candidature pour travailler à la future direction de la fédération qui nous permettent vraiment de pouvoir travailler en ce sens. Et malheureusement, par exemple, là, pour la future direction fédérale, ça n'a pas été le cas. Ça ne veut pas dire que toutes les femmes qui sont présentées seront retenues parce que dans l'accompagnement des futurs dirigeants, il y a aussi des incontournables sur lesquels on avait demandé aux syndicats d'y prêter une attention et d'être bienveillants. Je pense notamment à la formation, mais pas que. Il y a aussi une question de disponibilité qui peut avoir un impact plus important chez les femmes que chez les hommes. On s'en rend compte dans nos champs professionnels. Mais en tout cas, ça sera mieux que la dernière direction fédérale. Donc ça, c'est quand même le point positif. Il nous reste encore du chemin à parcourir. Je suis pas... Mais à l'image de l'ensemble de la société et l'ensemble des métiers aussi, d'électriciens et gaziers qui restent, ce que tu viens de dire. Je suis plutôt optimiste parce qu'on voit dans nos entreprises qu'ils sont en train de féminiser un peu mieux et un peu plus les métiers techniques. Donc si dans nos entreprises, on dépasse ce stade-là, ça veut dire qu'on pourra peut-être demain avoir plus de femmes dans les syndicats et à la fédération. En tout cas, aujourd'hui, on ne peut pas se contenter de la situation. C'est pour ça que je ne veux pas être négatif. Je serai optimiste en disant qu'on est sur le bon chemin. En tout cas, le 8e congrès le prouvera. Mais on peut largement faire mieux. Et moi, j'ai plutôt confiance aux syndicats et à l'équipe qui dirigera la fédération demain pour y arriver. Autre question qui pourrait être un chantier, je crois qu'il y a même un chantier en cours, au sein des entreprises historiques du secteur de l'énergie, la proportion de cadres est très forte, tandis que celle des ouvriers diminue et les ouvriers sont plutôt aujourd'hui dans des entreprises sous-traitantes. Alors cette situation, est-ce que ça vous inquiète? Parce que les entreprises sous-traitantes n'ont peut-être pas le même niveau de protection, le même niveau de syndicalisation aussi que dans les entreprises historiques. Il y a peut-être plus d'accidents du travail. Et puis d'un point de vue syndical, qu'est-ce que ça change pour la CGT d'être un syndicat ouvrier avec des syndiqués qui sont plutôt des cadres? Alors, déjà, ce qui m'inquiète, c'est que l'externalisation des activités est la genèse et les conséquences du constat que tu viens de faire. Pour autant, il nous faut continuer à nous battre pour réinternaliser les activités, puisque si on arrive à réinternaliser les activités, ça veut dire qu'on arrivera à faire demain embaucher les salariés sous-traitants qui sont compétents sur des domaines d'activités qui ont été sous-traités et qui pourront être demain aussi compétents si ces activités elles reviennent dans le giron public et dans la maîtrise publique des activités dans les entreprises.
Ensuite, les ouvriers, ils existent toujours, mais oui, comme tu le dis, ils sont dans la sous-traitance, parfois pas organisés. Donc là, on a un travail à faire avec nos syndicats pour les aider à s'organiser ou les accompagner dès lors qu'ils rencontrent des difficultés. Ça se fait dans la filière nucléaire, ça se fait aussi à la distribution. Mais l'idéal serait en effet de pouvoir avoir les mêmes droits parce qu'on réalise et on fait les mêmes activités. C'est d'ailleurs en cela que la fédération, elle porte depuis quelques années le statut de l'énergéticien. C'est quoi ce statut de l'énergéticien? C'est prendre la situation telle qu'elle est aujourd'hui, c'est-à-dire qu'on a un secteur énergétique avec une multitude de salariés qui ont des droits individuels et collectifs différents. Nous, on a un statut dans les industries électriques et gazières, mais on a beaucoup de salariés qui ont des conventions collectives avec des droits très bas. Donc c'est un combat qu'il nous faut mener pour arriver à gagner ce statut pour le coup. Mais le premier des combats, c'est quand même de réinternaliser les activités et de les remettre dans le giron public. Voilà. Et la question des cadres. Et la question des cadres, elle est importante. C'est des problématiques différentes. C'est la maîtrise, c'est la haute maîtrise avec encadrement. Ce sont donc les ingénieurs, les chercheurs et donc les cadres. Oui, ça veut dire que ça bouscule notre forme de syndicalisme. On a besoin d'avoir une fédération, toute la fédération qui se préoccupe de ces enjeux. Pourquoi ? Parce que si on ne s'en préoccupe pas, on va encore faire le constat qu'on baisse en représentativité dès lors qu'il y a des élections professionnelles. Et donc on a besoin d'avoir une organisation qui prenne en compte l'ensemble des spécificités pour aller vers ces catégories de personnel, mais aussi pour qu'elles puissent elles-mêmes s'impliquer dans l'activité syndicale. C'est-à-dire que c'est une activité que l'on fait avec et pour eux. C'est en tout cas comme ça, moi, que je la définis. On a des débats qui tournent beaucoup sur la structuration de cette activité, mais moi, ce qui me préoccupe en premier lieu, c'est surtout comment on mène cette activité, et dès lors que, quand on sait comment la mener, on la réalise. Le problème, c'est que dans beaucoup d'endroits, aujourd'hui, on ne la mène pas, cette activité. On a déjà baissé les bras parce qu'on considère qu'elle est irréalisable ou insurmontable, parce qu'on ne se voit pas forcément aller discuter avec des cadres ou des agents de haute maîtrise ou de maîtrise. Et pourtant, il y a de la souffrance chez eux. Mais bien sûr qu'il y a de la souffrance. Il y a de la souffrance au travail partout. Il y a de la perte de sens parce qu'ils sont devant des tableaux Excel qui n'ont plus la maîtrise du métier. Sûr. Et en fait, on les a... Enfin voilà, ils sont dans une situation intermédiaire, mais en fait, c'est pas les patrons. Ils appliquent des décisions qu'ils ne maîtrisent pas. Et en cela, ils sont proches de la CGT. Il faut juste qu'ils l'entendent et qu'ils comprennent. Exactement. Donc c'est pour ça qu'on a besoin d'avoir une CGT qui se préoccupe de tout le monde. Mais c'est toute la CGT qui doit s'en préoccuper. Donc on a besoin d'avoir un outil qui soit en aide à impulser et coordonner cette activité au sein de la fédération. Et on a surtout besoin d'avoir des syndicats, tous les syndicats, efficaces. Et cette efficacité, on la mesurera à la représentativité lors des prochaines élections professionnelles en 2026. Donc le challenge, il est important. Faut qu'on arrive à le gagner. Et le Congrès, j'espère qu'il nous emmènera à prendre les orientations nécessaires pour gagner. Dernière question, enfin 2-3 dernières questions. Quel conseil vous donneriez-vous à votre successeur pour poursuivre ses actions entreprises ? Eh bien, d'abord, des conseils de bien s'entourer avec un collectif qui tirera dans le même sens que lui a envie de porter la fédération, sortie de son congrès avec ses orientations qui auront été décidées. Donc ça renvoie en fait au collectif, ça renvoie au rassemblement de toute la fédération, à l'écoute des militantes et des militants des syndicats. C'est en tout cas moi ce à quoi je me suis attaché à faire depuis que je suis dans cette responsabilité, rassembler et écouter, et donc s'entourer vraiment de camarades qui tirent dans le même sens pour pouvoir arriver à rassembler toute l'organisation. Question un peu plus personnelle, est-ce que c'est difficile de quitter le pouvoir ? Non, pas du tout. Ouais, ça se voit à ta tête, t'as l'air très détendu. Non, ça l'est pas. Certainement que ça l'est un peu moins d'ailleurs à quelques jours du congrès. Non, ça l'est pas parce que d'abord, je l'avais annoncé à Clermont-Ferrand quand on a réuni le comité exécutif fédéral le jeudi après-midi à la pause pour élire le secrétariat fédéral.
et donc renouveler mon mandat de secrétaire général. J'avais dit à tout le monde que je souhaitais que ce soit mon dernier mandat et que j'allais me consacrer donc à travailler à mon renouvellement. C'est ce que j'ai fait, j'ai tenu parole et j'en suis fier. Maintenant, c'est une page qui se tourne et c'est ça qui est important, c'est que ça montre aussi, ça prouve qu'on est une organisation qui sait se renouveler. Une organisation qui ne se renouvelle pas au bout de 2-3 mandats de secrétaire général, ça veut dire qu'elle est possiblement en difficulté. Et ça m'aurait inquiété vraiment de ne pas pouvoir le faire à ce congrès. J'aurais très certainement accepté de reconduire un mandat, mais ça m'aurait mis en difficulté parce que je n'aurais pas respecté mon engagement et parce que ça veut dire que notre organisation, elle souffre sur ces enjeux de politique de cadre. Mais tout n'est pas réglé quand même parce que là, on parle de la tête de la fédération, mais quand on voit par exemple que on va baisser le nombre de dirigeants demain pour le futur comité exécutif fédéral, c'est aussi des signaux, pas de faiblesse, mais des signaux qui montrent qu'on a du mal à faire monter, par exemple, les camarades militer à Montreuil, au sein de la fédération, de plus en plus. Donc ça, c'est pour moi un chantier sur lequel il va falloir se pencher. Ça ne veut pas dire que tout doit se passer ici à Montreuil, certainement à réorganiser une forme d'activité de notre fédération entre les syndicats, les régions et le siège de Montreuil. Donc ça, je pense que la future direction fédérale s'y attellera. Il y a déjà des réflexions en cours. Et puis, on a des syndicats en difficulté qui, eux, souffrent dans justement ce renouvellement, qui n'arrive pas à opérer pour plein de raisons. Donc, on ne peut pas laisser nos syndicats en souffrance. Il faut qu'on prenne à bras le corps ce chantier de la fédération vers les syndicats et des syndicats vers la fédération. Il n'y a pas de recette, miracle, pardon. Mais il nous faut trouver des solutions parmi les militantes et les militants pour que demain, on ait une CGT qui soit toujours audible et visible sur le terrain et qui le soit aussi à l'externe, dans les médias, vis-à-vis des élus de la République, parce que notre fédération et ses syndicats, ils ont une influence aujourd'hui vis-à-vis de l'avenir du service public de l'énergie. Donc on ne peut pas se contenter d'avoir et de faire le bilan, d'être une organisation en difficulté et d'avoir des syndicats en difficulté. Mais encore une fois, j'ai toute la confiance à celles et ceux qui demain prendront la direction de la fédération et à celui qui va me succéder, puisque c'est un travail que l'on a fait depuis quelques mois. J'ai quand même l'impression que ça fait plutôt consensus en interne, donc c'est de bon augure pour aller à notre congrès, à notre 8e qui sera un lieu aussi où peut-être les gens auront envie de s'investir, ça donne envie peut-être si ça se passe bien, ça donne envie de discuter congrès, ensemble. Ça rebooste, ça redonne voilà. l'envie de faire plein de choses. C'est important un congrès. Souvent on s'interroge à se dire tous les 3 ans ça revient vite, c'est 1 an de préparation, donc en fait on a 2 ans pour mettre en œuvre les orientations. C'est vrai que ça passe vite, mais on en a besoin de se rebooster. Ouais. Donc un congrès, c'est aussi ces moments-là. Et puis c'est la fraternité, des moments conviviaux. Là, en plus, on va recevoir de nombreuses délégations internationales. Donc il y aura aussi cette ambiance autour de nos solidarités, nos coopérations. Ouais, je pense qu'on devrait vivre un bon congrès à Bordeaux. Eh ben, c'est ce que je souhaite. Et toi, alors, bon, pour la suite, est-ce que tu vas garder un mandat syndical, t'engager vers autre chose? T'as un tout petit peu dit au début de l'émission, peut-être je peux t'en tirer un petit peu plus. Au sein de la fédération, je garderai une activité au sein de l'Institut d'histoire sociale Mines-Énergie, avec notre président François Dutheil. Au sein de la fédération en tant que telle, c'est-à-dire dans les arcanes de la fédération, ou les instances plutôt, non, je ne garderai pas de mandat. Dans le sens où il faut que la nouvelle équipe prenne sa place et mène son activité avec les décisions toute attitude, et que l'ancien soit pas là pour venir donner des leçons. Donc c'est pas ma conception du syndicalisme. D'accord. Donc je laisserai mes camarades œuvrer et je pense que je serai pas déçu. Je serai toujours dirigeant de la Confédération, puisque j'ai été élu au 53e congrès à Clermont-Ferrand, jusqu'en juin 2026, au congrès de Tours, pour le 54e congrès, mais je ne reconduirai pas
mon mandat à la Confédération, je vais m'attacher, puisque c'est un choix que j'ai fait, de réintégrer mon entreprise EDF à compter du 1er avril. Donc c'est aussi pour ça que je quitte le bureau confédéral et que je l'ai annoncé aux instances confédérales et aux syndicats de la fédération, sans déception, sans être en conflit avec notre secrétaire général Sophie Binet et encore moins en désaccord politique. Mais c'est plutôt un choix qui m'emmène à 10 ans d'atteindre l'âge légal pour partir à la retraite à taux plein. J'ai fait un choix de me dire, soit je continue 10 ans dans l'activité encore syndicale telle que je l'amène aujourd'hui, soit finalement je me réoriente vers une réintégration professionnelle, un nouveau challenge que me tarde de relever. Et aussi prouver aux entreprises, aux directions, mais en interne aussi dans la CGT, que finalement, militer, ça peut être une étape dans une carrière professionnelle. En tout état de cause, je continuerai à militer. Oui, ça, je pense que l'homme engagé ne va pas disparaître. J'ai des convictions, donc elles ne vont pas s'éteindre au 1er avril. Ça ne sera pas un poisson, bien au contraire. Et puis, comme je l'ai dit au début, quand on va, comme moi, sortir de son droit de réserve, ça permet de pouvoir faire autre chose. Et c'est vrai que je m'interroge depuis un certain temps, est-ce que je serai en capacité ou pas de pouvoir mener une activité politique de terrain. Donc là aussi, je crois qu'il y a un challenge à relever, qui ne me fait pas forcément peur, mais je sais que j'ai par contre un travail énorme à faire. Parce que finalement, l'activité politique aujourd'hui, elle est dure. Elle est dure. Ouais. Elle est dure, mais elle est nécessaire. Elle est nécessaire parce que pour moi, si je dois m'y lancer, c'est aussi avant tout pour combattre les idées d'extrême droite qui sont présentes et bien présentes. Et pas qu'en France, malheureusement. Et un Rassemblement national qui est aux portes du pouvoir. Et ça, c'est inacceptable en fait pour moi. Donc je crois que mon militantisme et mon activité, mes convictions ne vont pas s'arrêter au 1er avril, ni même à la fin de mes responsabilités au sein de la fédération et de la confédération. Voilà. Merci Sébastien. On va se quitter en musique. Alors, oui. On m'a dit, j'ai des informateurs ici, moi, même des informatrices, que tu écoutais Hubert Félix Thiéfaine, ah oui, la fille du coupeur de joint. Mais alors, ça nous a bien fait rigoler quand on a préparé cette émission. Alors, pourquoi Hubert Félix Thiéfaine, pourquoi j'adore ses textes, engagés. J'adore le personnage, assez foufou, assez... surréaliste parfois dans des conversations. J'ai eu l'occasion de le voir à la Fête de l'Humanité, d'être à côté d'ailleurs de lui lors d'un concert. Je suis fan. En fait, la fille du coupeur de joint, je l'aime bien, mais il a écrit des chansons à texte forcément engagés que j'apprécie tout autant. Ouais, c'est quelqu'un qui, dans ma jeunesse, en fait, m'a marqué. Et aujourd'hui, je prends plaisir à écouter toujours Hubert Félix Thiéfaine. Et ben voilà, un grand merci à tous. Je ne sais pas si on va se reprendre l'antenne après parce qu'on a déjà dépassé. Donc un grand merci à Stéphane Gravier que je vois à travers la vitre. Merci. Et puis à Samuel Piltillet que je ne vois pas parce qu'il est caché derrière son ordinateur, mais que je remercie infiniment pour la préparation de cette émission et pour sa réalisation. Et puis tout de suite, on se quitte en musique avec justement Hubert Félix Thiéfaine en concert, s'il te plaît. Merci super. À tous. Et n'oubliez pas,